Kinshasa, février 1974. Le stade du 20 mai explose. Les Léopards du Zaïre viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. 9 buts pour un seul homme, une défense infranchissable, un continent entier à leurs pieds. Quelques mois plus tard, ils foulent la pelouse en Allemagne de l'Ouest. Première équipe d'Afrique subsaharienne à disputer une Coupe du Monde. Mobutu leur offre des villas, des primes, des uniformes taillés pour des rois. Puis, le silence. Pas progressif, brutal. Des champions meurent à 50 ans sans pension. Des recordmen absolus s'éteignent à des milliers de kilomètres de chez eux, dans une précarité que personne n'a jugé utile de documenter. Des survivants assistent à des matchs sans que les caméras les trouvent dans les tribunes. Ce que les archives montrent, c'est qu'il n'y a jamais eu de politique. Il y avait eu une vitrine, et quand la vitrine a servi, on l'a rangée. Commençons par ceux que l'État a oubliés en premier. Rang numéro 10, Mana Mamumwene. Il a 78 ans, il est en vie. C'est déjà dans le contexte de cette génération une forme de résistance. Mana Mamumwene a été l'un des milieux de terrain les plus solides des Léopards au début des années 70. Un joueur de liaison dont le travail invisible rendait possible ce que les attaquants rendaient spectaculaire. Ce profil, essentiel, discret, a peut-être préfiguré ce que sa vie allait devenir après le football. Présente dans les mémoires de ceux qui ont regardé de près, absente de tout registre officiel. Aucune fondation ne porte son nom. Aucun programme de la Fédération congolaise de football association ne documente publiquement son rôle dans la génération de 1974. Selon les données accessibles, il n'a occupé aucune fonction institutionnelle dans le football congolais après sa carrière de joueur. Ce que ce silence administratif révèle n'est pas anodin. Dans les fédérations qui ont construit une politique mémorielle, le Sénégal avec ses anciennes gloires, le Maroc avec ses champions continentaux, les joueurs de transition comme Mamumwene sont précisément ceux que les programmes de transmission valorisent. Ils forment les formateurs, ils transmettent une culture de jeu. En RDC, cette chaîne n'a pas été construite. Mamumwene est vivant, mais institutionnellement, il n'existe pas. La prochaine entrée a, elle, existé sur les registres européens, ce qui n'a pas suffi à lui garantir un retour. Rang numéro 9, Adélard Mayang-Makou. Charleroi, Belgique, c'est là que vit, selon les informations disponibles, Adélard Mayang-Makou, 77 ans en octobre 2025, ancien attaquant de l'AS Vita Club, l'un des clubs les plus titrés d'Afrique centrale. Mayanga a tenté quelque chose que peu de ses contemporains ont essayé, revenir par la porte de l'encadrement. En 2001, selon les sources disponibles, il a été associé à la sélection nationale en tant qu'entraîneur. Ce passage n'a pas laissé de traces institutionnelles durables. Aucun titre, aucune réforme structurelle associée à son nom. Un mandat court dans un appareil fédéral qui, à cette époque, traversait une instabilité chronique documentée par les rapports de la CAF sur le football congolais. Ce qui est significatif dans le parcours de Mayanga, c'est moins l'échec que la tentative. Il a cherché à transformer une carrière de joueur en capital transmissible. L'AS Vita Club, club formateur par excellence à Kinshasa, n'a pas institutionnalisé ce type de reconversion pour ses anciens internationaux. Aujourd'hui, il vit en Belgique, comme des dizaines d'anciens footballeurs congolais de cette génération qui ont trouvé en Europe une stabilité que le système sportif national ne leur a pas offerte. Ce que l'exil de Mayanga documente, c'est une fuite non pas du Congo, mais d'un vide. Plus haut dans ce classement, un joueur a lui aussi choisi l'Europe, mais pas pour les mêmes raisons. Rang numéro 8, ETP Kakoko. Il y a des joueurs que l'histoire retient pour leur technique. ETP Kakoko, surnommé Dieu de la balle, était de ceux-là. Un dribbleur dont la réputation a traversé les frontières au point d'attirer l'attention du football professionnel européen. Après sa carrière internationale avec les Léopards, Kakoko s'est installé en Allemagne, où il a joué notamment au VfB Stuttgart, un club de Bundesliga, première division allemande, selon les données disponibles. C'est une trajectoire rare pour un footballeur africain des années 70, une reconnaissance contractuelle en Europe occidentale, dans un championnat compétitif à une époque où les transferts intercontinentaux relevaient de l'exception. Il vit toujours en Allemagne aujourd'hui. Ces détails méritent d'être lus attentivement. Kakoko n'est pas parti dans la précarité, il est parti avec un contrat. Ce que son cas révèle, c'est que la mobilité européenne de cette génération n'était pas uniforme. Certains sont partis subir, d'autres sont partis choisir. La différence tient rarement au talent, elle tient qu'au réseau, au contact et à la capacité du système national à négocier des opportunités pour ses propres joueurs.
La fédération zaïroise de l'époque n'avait pas cette capacité de manière systématique. Kakoko a réussi malgré le système, pas grâce à lui. En Allemagne, il a construit une vie. Rang numéro 7, Kiboge Mafou. Il a 80 ans et en 2024, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il était présent dans les tribunes pour encourager la nouvelle génération des léopards. Les caméras l'ont capté, brièvement. Kibongi Mafou, surnommé Seigneur Gento, en référence au légendaire ailier espagnol Gento, a été un des joueurs les plus élégants de la génération 74. Le surnom n'était pas une flatterie, il désignait un style, une façon d'occuper le terrain qui marquait les observateurs. À 80 ans, sa présence à la CAN 2024 est documentée. Ce qu'elle révèle est ambivalent. D'un côté, un homme qui n'a pas de tourner le dos à leur football congolais, qui continue de se déplacer, de soutenir, de transmettre par sa présence physique ce que les institutions ne transmettent pas par leur programme. Rang numéro 6. Robert Kazadi Mwemba. Les dates elles-mêmes sont incertaines. Selon les sources, Robert Kazadi Mwemba est décédé en 1996 ou en 1998. Il avait entre 48 et 50 ans. Gardien de but du TP Mazembe, le club le plus titré de la RDC, vainqueur de la Ligue des champions africaine et pilier de la sélection nationale, il s'est éteint à un âge où la plupart des anciens sportifs sont encore actifs comme formateurs, consultants ou figures publiques. L'incertitude des dates n'est pas un détail anecdotique, elle est symptomatique. Dans les pays qui ont construit une mémoire sportive institutionnelle, les dates de naissance et de décès de leurs internationaux historiques figurent dans des registres fédéraux, des bases de données officielles, des encyclopédies sportives nationales. L'imprécision sur Kazadi indique une absence d'archivage, non pas d'un joueur mineur, mais du gardien titulaire de l'équipe qui a participé à la Coupe du Monde 1974. Le TP Mazembe, club de Lubumbashi dont Kazadi était l'une des figures, a depuis développé une infrastructure professionnelle significative documentée par plusieurs rapports sur le football africain. Mais la mémoire de ces anciens joueurs n'a pas bénéficié du même investissement que ses installations actuelles. Kazadi est mort jeune. Mais ce qui est frappant, c'est que sa mort n'a pas déclenché le type de réaction nationale qu'une figure de cet ordre aurait provoqué dans un autre contexte. Un gardien légendaire s'est éteint en silence. Le prochain dans ce classement, lui, a laissé une trace en Europe, mais pas celle qu'il méritait. Rang numéro 5. Paul Moukila. 23 mai 1992. Meaux, Seine-et-Marne, France. Paul Moukila meurt prématurément, loin de Kinshasa, loin des stades qu'il avait portés. Il était Ballon d'Or africain 1974, la récompense individuelle la plus haute du football continental à cette époque, décernée par le magazine Africa Football selon les données disponibles. Champion d'Afrique la même année, joueur central de la sélection zaïroise qui avait traversé un continent entier pour atteindre une Coupe du Monde. Il est mort à 44 ans selon les informations accessibles. Ce que le destin de Moukila illustre avec une clarté particulière, c'est l'absence de filet institutionnel pour les footballeurs africains de cette génération après leur carrière. Le Ballon d'Or africain 1974 n'a pas généré de rente symbolique durable, pas de position dans une fédération, pas de visibilité commerciale comparable à ce que des distinctions équivalentes produisaient pour des joueurs européens contemporains. Il est mort en France, pays où il avait sans doute trouvé une stabilité que le système congolais ne garantissait pas, mais qui n'était pas le sien. Aucune rue de Kinshasa ne porte son nom selon les registres publics disponibles. Aucune infrastructure sportive officielle ne perpétue sa mémoire de façon documentée. Le Ballon d'Or africain de 1974 est une note de bas de page dans l'histoire officielle du football de la RDC. Ce qui vient ensuite a attendu 6 ans pour être reconnu. Et le chiffre 9 que vous allez entendre n'a jamais été battu. Rang numéro 4. L'hommage posthume de 2025. Ce rang n'appartient pas à un joueur, il appartient à une date. 2025, soit 6 ans après la mort de Pierre Ndaye Moulamba, la RDC lui rend un hommage national officiel à titre posthume. Rang 3, Pierre Ndaye Moulamba. 9 buts, en une seule phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, en 1974. Ce record, selon les archives de la CAF, n'a jamais été approché depuis. Pierre Ndaye Moulamba, surnommé Mutumbula, terme qui évoque en lingala une force incontrôlable, une énergie qui déborde, était l'attaquant de pointe de la génération dorée. Celui dont le nom résumait à lui seul la puissance offensive des léopards. Champion d'Afrique, participant à la Coupe du Monde, recordman absolu d'une compétition que le continent entier dispute depuis des décennies.
Sa vie après le football documente précisément ce que ce classement cherche à montrer. Dans les années 90, il est victime d'une agression par balle à Kinshasa, un événement violent qui, selon les informations disponibles, a profondément affecté sa santé et sa capacité à construire une stabilité durable au Congo. Il quitte le pays, il s'installe en Afrique du Sud, au Cap. Il vit dans des conditions que plusieurs témoignages convergents qualifient de précaires. Il meurt le 26 janvier 2019. Il a 70 ans. Le recordman de buts en une seule CAN de toute l'histoire de la compétition meurt à l'étranger, dans des conditions difficiles, 6 ans avant que son pays lui rende officiellement hommage. Comparé avec Eusebio au Portugal, avec Roger Milla au Cameroun, deux joueurs de génération comparable, dont les noms sont gravés dans des institutions, des stades, des programmes nationaux. La différence n'est pas le talent, c'est la politique. Ce qui vient au rang suivant n'est pas un destin individuel, c'est le destin collectif d'une génération entière, et ce qu'il révèle sur l'État qui les a envoyés représenter son nom. Rang 2. La Coupe du Monde 1974. Munich, juin 1974, le Zaïre entre dans l'histoire. Première nation d'Afrique subsaharienne à disputer une Coupe du Monde de football. 3 matchs, 3 défaites. Un score qui a ôté une génération. 9-0 contre la Yougoslavie. Mais ce que les archives de cette période révèlent dépasse les résultats sportifs. Selon plusieurs témoignages de joueurs de l'époque, rapportés notamment dans des documentaires et articles spécialisés sur l'histoire du football africain, les conditions dans lesquelles la délégation zaïroise a préparé et disputé cette Coupe du Monde étaient marquées par des tensions avec le régime de Mobutu autour des primes financières promises aux joueurs. Des sources documentées indiquent que des primes avaient été promises et n'ont pas été intégralement versées, ce qui aurait affecté le moral du groupe en cours de compétition. Le match contre le Brésil, 3-0, honorable au regard du niveau de la Seleção de cette époque, et l'épisode du coup franc botté par Ilunga Mwepu face à l'Écosse avant le coup de sifflet, sont des vues des symboles, mais ils ont souvent éclipsé le contexte. Des joueurs sous pression politique, dans un environnement diplomatique et financier qu'ils ne contrôlaient pas. Ce que la Coupe du Monde 1974 révèle, c'est que le Zaïre n'y est pas allé pour gagner. Il y est allé pour que Mobutu existe sur la scène internationale. Les joueurs étaient l'instrument. Quand l'instrument n'a plus été utile, il a été rangé. L'entrée finale de ce classement est celle qui recadre tout. Pas un joueur, pas un match, un mécanisme. Voici ce que les archives montrent réellement. Entre